Bonjour à toutes et à tous. On est là pour parler ICC, culture et créativité. Merci d'être au rendez-vous. Je vais juste commencer le panel en excusant Lise Gomis de la Monsa qui n'a pas pu être parmi nous pour des soucis de santé imprévus. Mais on essayera de la représenter dignement et surtout de porter ses messages bien haut. Ok, donc quand on parle culture, instinctivement, on va penser à créativité, imaginaire, émotion. Pourtant, la culture, c'est aussi une industrie qui pèse des milliards, qui crée des emplois et surtout qui façonne des économies. ICC, industrie culturelle et créative, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui allient la création artistique, la production, la distribution et la monétisation des contenus culturels. On va tout de suite penser aux gros mastodontes, la mode, le cinéma. Et puis il y a aussi les petits segments qu'on connaît un peu moins ou qu'il faut plus développer, comme les jeux vidéo ou encore les plateformes numériques. En fait, les ICC, c'est une économie et un écosystème industriel à part entière qui génère de la valeur, attire des investissements, crée des emplois et aussi favorise le rayonnement international. Et preuve à l'appui, on sait qu'aujourd'hui, les ICC représentent 3% du PIB mondial. Et en Afrique, il y a un marché en pleine expansion, avec une jeunesse créative qui est foisonnante, avec des marchés en expansion et des entrepreneurs qui redéfinissent les règles du jeu. Alors la question qu'on va traiter aujourd'hui, elle est simple, elle est claire, mais en même temps, elle est fondamentale. Comment transformer la créativité foisonnante en un levier économique durable? Comment faire des ICC une vitrine culturelle, mais aussi un levier de croissance et d'investissement et d'influence? Aujourd'hui, on est autour de la table avec 3 experts. On va essayer de voir comment on peut connecter les imaginaires entre l'Afrique et l'Europe qui permettent de faire des ICC des industries puissantes, innovantes et influentes. Je vais vous laisser vous présenter. Vali, Anne-Marem. Merci beaucoup Solène. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anne-Marem Ataï. Donc, je travaille au sein des équipes Euroquity de BPI France. Donc, on a un service qui est spécialisé dans la mise en relation entre investisseurs et puis sociétés. Et depuis 2 ans et demi, on se déploie en particulier sur l'Afrique avec les industries créatives et culturelles. Alors bonjour, je suis Vali Silla, cofondateur de Jai Enjoy Good Music, donc une structure qui a pour ambition de créer une infrastructure de monétisation des biens culturels et musicaux africains. Ça fait maintenant 8 ans que je suis avec mon associé, on a créé cette structure et on se déploie maintenant sur toute l'Afrique de l'Ouest francophone dans un premier temps, histoire de pouvoir structurer un catalogue et ensuite de pouvoir le monétiser de manière locale. Et du coup, donc Jean-Yves Cocou, l'associé de Vali Silla, qui contribue justement à tout le développement business et principalement sur le continent africain de toute l'activité. Parfait. On l'a vu, les ICC, on veut vraiment le positionner comme un levier de croissance, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de créer de la valeur au sein d'une économie. Ça nous permet de repositionner la culture comme un secteur à part entière dans l'industrie et pas justement comme un loisir. Comment accompagner les entrepreneurs culturels, Anne-Marem? Comment faire que la structuration de projets qui sont à la fois créatifs soit aussi bankable et puisse plaire aux investisseurs? Allez, dans ce cadre-là, comment Euroquity permet d'accompagner les entrepreneurs? Merci beaucoup Solène. Et effectivement, il y avait différentes questions dans la question que tu m'as posée. Alors déjà, au sein de BPI France, il faut savoir qu'on a 2 équipes qui travaillent sur les industries créatives et culturelles. Donc il y a les équipes de la French Touch, vous avez vu leur bulle orange plus bas, avec un point focal sur les ICC françaises, que ce soit le financement ou bien l'accompagnement. Et donc nous, Euroquity, juste pour pouvoir vous donner quelques éléments de contexte, comme je disais, nous on est une équipe qui est spécialisée dans la connexion entre 3 types d'entités. Donc les investisseurs, on en a à peu près 1,2, donc des business angels, des fonds VC, des fonds de private equity. On a 3000 structures d'accompagnement, donc des accélérateurs, des incubateurs, et on a un réseau de plus de 23 000 sociétés, à la fois européennes et françaises. Européennes, françaises et africaines, excusez-moi. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire de la mise en relation entre ces 3 entités. Donc, soit pour l'aide à la levée de fonds, soit pour du matching B2B. Sur les ICC, donc c'est un secteur qui est assez, relativement nouveau chez nous. On a quand même un petit vivier de 800 sociétés et 500 investisseurs. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir les accompagner?
bon, on ne va pas réinventer la roue par rapport à notre ADN. Donc on va faire des activités Invest et on va faire des activités B2B. Sur le B2B, c'est très simple. C'est que donc on a un portefeuille qui va représenter tous les sous-secteurs en fait de la filière ICC. Et donc notre rôle, c'est de vraiment pouvoir organiser. On fait des sessions de matching B2B en ligne, donc c'est un peu comme des sessions de pitch, mais l'idée étant de permettre aux entrepreneurs de présenter leurs projets, présenter leur activité, présenter leurs besoins en termes de partenariat, et ensuite de pouvoir rassembler dans le réseau français, dans les réseaux de la Team France, leurs équivalents. Donc on l'a fait notamment sur 3 pays, Lesotho, Afrique du Sud, Malawi, l'année dernière. Donc ça a été quelque chose de très intéressant de déjà voir au sein même du réseau de BPI France, des sociétés de la French Touch, pouvoir rencontrer nos entrepreneurs. On a organisé aussi un petit déjeuner en local, et je sais que certains d'entre vous y étaient aussi, pour permettre vraiment à nos entrepreneurs qui étaient dans le design, dans la mode, dans le gaming, dans l'audiovisuel, de vraiment échanger et sur les réalités du marché d'Afrique australe, et de pouvoir mieux comprendre les points d'entrée pour le marché français. Donc ça, c'est pour le B2B. Je sais que le vrai sujet, c'est la question du financement. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, comme vous savez, BPI France, on a un mandat de financement de l'économie française, donc on ne peut pas mettre de tickets dans des sociétés africaines. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a à disposition du coup des investisseurs qui ont ce mandat, qui ont cette spécificité sur les ICC, et on organise 2 types de sessions. Une première session, c'est les sessions de pitch. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on va former en fait, certaines sociétés à pouvoir présenter en 5 minutes leur idée, leurs besoins en termes de levée de fonds à des investisseurs. Et donc ça, on a pu le faire. Et on a une de nos sociétés sud-africaines qui s'appelle Mood Swings, qui a pu lever des fonds suite à cela. Donc ça, on est très, très contents. Et le deuxième exercice, et je pense que de toute façon, on va en discuter un peu plus dans la deuxième question, c'est les reverse pitch. Parce que ça, je pense que c'est un des points très importants dans les industries créatives et culturelles. C'est de pouvoir faciliter pour les entrepreneurs la compréhension des critères d'éligibilité des investisseurs. Donc on organise ça, on l'a fait avec Shui Ventures, on l'a fait avec Action du côté malgache, et c'est quelque chose qu'on est très content de poursuivre encore cette année avec l'Afrique australe, qu'on poursuit maintenant aussi avec le Sénégal, qu'on va continuer à faire aussi avec la Mansa, bon, qui est malheureusement pas avec nous, mais c'est un peu tout ça. Et donc je vais peut-être terminer en disant que pour nous, pour nous Euroquity, French Touch et puis BPI France, les ICC sont vraiment un levier qu'on voit en tant qu'un créateur de pont entre l'Europe et puis l'Afrique, et on fait du coup tout ce qu'on peut faire pour pouvoir accompagner dans la mesure du possible. Merci Anne-Marème. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Les ICC, ça permet de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. On sait qu'on a un point de vue diasporique qui est très fort et qui nous permet aussi, en tant que diaspora, de pouvoir s'exprimer parfois sur le continent et inversement s'exprimer ici en France. Je me retourne vers toi, Sila. On a parlé de financer, mais avant de financer, il faut entreprendre. Il faut avoir une idée, il faut y aller, il faut se lancer. Donc, toi, tu présentes ta société avec une très belle image, comme le Netflix de la musique africaine. Ce qui est audacieux, ce qui est bold, ce qui est complètement nouveau. En tant qu'entrepreneur pour le continent africain, et selon ton expérience, comment, selon toi, les ICC européennes peuvent inspirer les entrepreneurs africains ? Ok, merci pour la question. Comme on dit, on résume Jaye à un Netflix de la musique africaine, mais c'est un peu plus que ça dans la compréhension. On est sur un domaine des ICC qui est assez compliqué à comprendre. Comme je disais, il y a un reverse pitch aussi important à faire, notamment des investisseurs, pour comprendre ce que sont les ICC, et surtout de pouvoir comprendre que création, innovation et monétisation vont de pair. Comme on aime le dire, on est dans le show business, et dans le show business, il y a une partie business. Sauf qu'aujourd'hui, on part du constat que sur l'Afrique, aujourd'hui, on est sur une culture qui se répand dans le monde entier, qui fonctionne, qui a du succès. Mais malheureusement, ces acteurs principaux ne touchent pas un seul centime de franc CFA ou de quelle autre monnaie sur le territoire. Pourquoi ? Par manque de structuration. On a un marché qui est fragmenté, on a une offre aussi qui est éclatée dans le monde entier. Mais surtout, il y a une problématique de monétisation. Or, sans cette infrastructure-là, l'Afrique va continuer à créer de la valeur culturelle sans créer de valeur économique. Et là, on arrive sur une problématique, et c'est là où, en fait, en tant qu'entrepreneur, en fait, on essaie de créer quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, on a créé Jaye, pour essayer de créer une infrastructure intégrée, adaptée au territoire africain, adaptée en fait, aux besoins et aux spécificités de l'Afrique. On est sur un marché à plus de 22%, 23% de croissance. On est sur une population qui représente près de 60% de croissance en termes de démographie dans le monde entier. Donc en fait, on a tout ce qui est prêt, sauf
le plus important, l'infrastructure qui permet en fait d'apporter de l'argent sur nos ICC et donc d'apporter de l'argent à côté de la créativité. Donc pour nous, le rêve chez Jaye, c'est de transformer les 1,4 milliard de fans de musique africaine, donc les Africains, en 1,4 milliard de consommateurs de biens payants de la musique. Et une fois qu'on arrive sur ça, et ben en fait, pragmatiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on gère des assets donc du catalogue, on le produit, on le distribue mondialement. Et actuellement, on est en train de construire la première infrastructure qui permet en fait la monétisation en B2B2C de la musique, c'est-à-dire en fait le rêve de tout l'Occident, c'est-à-dire de permettre de vendre de la musique des artistes directement aux fans sans intermédiaire. Ce qui permet aux artistes africains de faire beaucoup plus d'argent et aux artistes africains de pouvoir consommer directement sans avantage de quelques grosses entreprises qui mettra en avant ces playlists ou autres. Sauf que dans ça, les enjeux sont colossaux. Il y a des enjeux déjà de réglementation, il y a des enjeux d'éducation, de formation professionnelle des acteurs, puisqu'effectivement, pour qu'ils puissent parler à des investisseurs, comprennent qu'eux-mêmes sont les entreprises, mais que les artistes aussi comprennent qu'en plus du créatif, il faut aussi qu'ils se structurent. Et pour ça, on intervient dans pas mal de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale également pour apporter cette formation. Mais s'il faut bien résumer quelque chose, et ce que nous, on vend aux investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est une entreprise qui a pour volonté de pouvoir craquer le système de monétisation à partir d'une infrastructure qui aura compris les besoins des Africains, qui auront compris tout simplement la spécificité de la culture. Et je vais faire le pont que vous avez fait sur le fait que la culture, en fait, est un pont entre les sociétés. Mais en fait, sur 54 pays, il est important de pouvoir s'unir autour de quelque chose et de pouvoir en vivre, surtout. Donc voilà ce qu'on vend aujourd'hui et voilà ce qu'on déploie aujourd'hui chez Jaye. Merci beaucoup Vali. Et là, je me tourne vers toi, Jean-Yves. Il nous a fait un bon speech inspirationnel. Il nous a donné l'idée comme tout entrepreneur. Toi, tu es sur la partie plutôt business. Dans le business plan, comment vous l'avez conçu? Là, c'est plutôt un rétexte sur ton retour d'expérience. Comment vous l'avez conçu? Comment vous avez dû l'adapter? Est-ce que le fait de parler avec des investisseurs, ça vous a aidé à améliorer le business plan? Ou plutôt, est-ce que c'est en parlant avec des artistes, puis en parlant avec votre entourage, que vous avez conçu la manière de monétiser tout ça? Alors, la réalité, en réalité, le succès de tout business sur le continent précisément, c'est avant de concevoir, c'est prendre connaissance du marché. De quoi on parle, à qui on parle, quels sont les acteurs, comment ils fonctionnent et quelles sont leurs réalités. Donc, la première chose qu'on fait quand on se déploie ou même quand on a pensé le business en amont, c'est de se dire on va aller dans tous les pays en question, on va rencontrer les acteurs du marché. Vous êtes allé dans les 54 pays? Non, pas encore. Mais on est sur le chemin. Et je pense précisément au Sénégal, je pense à la Guinée, où on a dû prendre en fait en réalité des retours d'artistes sur comment vous fonctionnez, quel est le business aujourd'hui, comment la musique est consommée sur place. On a une anecdote où je me souviens qu'on arrive en Guinée, nous on a la vision Spotify, on a la vision Deezer, on a la Big Picture entre guillemets, et on découvre le bouton télécharger sur YouTube, qui est une réalité sur le territoire, puisque manque de structuration, il faut que la musique puisse être consommée digitalement et c'est le seul moyen. On a aussi les réalités techniques sur le fait de quelle est la vision en réalité des gens sur place, sur l'industrie. Comment un artiste voit l'industrie, quelle est sa place. Là où on a la vision en France d'un artiste dans une grande compagnie qui est accompagné, celle qu'on a eue sur le territoire, ça a été un artiste entrepreneur, donc qui lui-même est responsable de son business. Et donc ça nous a permis d'adapter le pitch, d'adapter notre vision aussi, puisqu'on n'est pas venu avec une solution, on est venu construire une solution avec les locaux et derrière d'améliorer le business plan. Ce qui a fait que pour convaincre des investisseurs, en réalité, on s'est basé sur 3 plans. Plus que dans une société ou une start-up, ils investissent dans une vision. Comment ça se matérialise chez nous? C'est en 3 grands points, à savoir l'actif économique. Donc, comme l'a dit Vali tout à l'heure, on produit du catalogue sur lequel on est propriétaire. Et donc, c'est un actif qu'on a été en mesure de valoriser tout de suite parce qu'on peut vendre ce catalogue sur l'ensemble des plateformes à travers le monde et plus tard sur le continent. Ensuite, il y a eu l'actif économique qui est, lui, du coup, issu de la conjoncture et des réalités de terrain, à savoir, aujourd'hui, et c'est plus à dire ou à défendre, la musique africaine, subsaharienne est sur le toit du monde. La problématique, c'est que 90% de cette musique n'est pas monétisée. Donc ça donne un potentiel de structuration et c'est sur ce potentiel de structuration-là qu'on investit pour se dire, si on est en mesure, comme le disait Vali, de craquer le modèle, de structurer et de permettre de capter des revenus locaux,
puisqu'aujourd'hui les artistes africains arrivent à capter des revenus via Spotify, Deezer, Apple Music dans le reste du monde. Mais le vrai enjeu, c'est de pouvoir consommer de la musique africaine en Afrique et de la monétiser sur place. Et le dernier point, au-delà donc de l'aspect économique, de l'aspect purement business, ça va être la technologie. Aujourd'hui, l'actif technologique, on parlait de la production, on parle aussi de la distribution qui nous a permis, au vu de tous les retours qu'on a eu localement, de créer une solution qui s'adapte aux réalités locales. Quand on parle de réalité locale, on parle aussi des mobiles, on parle de la consommation, on parle de la data. Et c'est tous ces enjeux-là qu'on a réunis et qu'on a travaillé sur le temps pour pouvoir créer une solution qui est de l'actif, qui va nous permettre, in fine, de rajouter la dernière chaîne, en réalité, à l'ensemble de cette chaîne de valeur, qui est la diffusion, et donc de monétiser sur place. Pouvoir permettre à un Africain localement de consommer de la musique en payant dans un cadre légal, ce qui va permettre et de développer la culture, et de développer le business, de continuer à développer la technologie, puisqu'on sera en réalité les premiers sur l'usage dans du artiste to fan en direct, et demain en réalité de structurer l'ensemble du marché et donc professionnaliser tous les secteurs. Et j'ai peut-être juste envie d'insister sur ce qui a été dit, et puis bon, ça fait écho à des discussions qu'on a déjà eues, mais l'aspect tech est très important, en tout cas dans le monde, pour l'instant, de l'invest. Je ne dis pas que tous les investisseurs regardent forcément cela, mais c'est vrai que sur notre expérience, le fait d'avoir des sociétés qui sont tech-enabled est vraiment un aspect qui est regardé par les investisseurs. Ouais, on y vient d'ailleurs, et on va en reparler en prenant Jay comme exemple. C'est bien parce que tu as dit la musique africaine est sur le toit du monde, et ça m'a fait penser à Burna Boy, Top of the World, et ça m'a fait penser à un incontournable des ICC, mais aussi de la culture, qui est le Nigeria. Nigeria is one of the best country for ICC right now. Le Nigeria, c'est un des meilleurs countries pour les ICC aujourd'hui, ça on peut pas l'enlever. Et c'est vrai que automatiquement, Anahem, quand on pense ICC, on pense Nigeria, big player, qui impressionne par sa profondeur de marché, son hégémonie sur plusieurs segments, musique, cinéma, TV, mode aussi. Mais selon toi, quelles sont les autres dynamiques du continent? Et aussi, selon toi, quels sont les segments les plus porteurs, ceux qui attirent les investisseurs? Alors, une fois de plus, plusieurs questions dans la question, mais c'est bien, c'est l'art aussi du débat et puis la discussion. Alors, déjà, pour répondre, je vais peut-être faire un premier point macro sur le capital risque à l'échelle du continent. Parce qu'effectivement, le Nigeria fait partie de ce qu'on appelle en fait les Big Four. C'est-à-dire qu'en capital risque, il y a 4 pays qui sont incontournables. Il y a le Nigeria, il y a le Kenya, il y a l'Égypte et puis il y a l'Afrique du Sud. Je te coupe, c'est même pas que pour les ICC d'ailleurs, c'est pour tout secteur. Oui. Là, je parlais vraiment de manière globale. L'année dernière, je pense qu'ils avaient à eux seuls 79% du volume de capital risque. C'était eux qui arrivaient à recevoir ces financements. L'année dernière, en 2024, je pense qu'on est plutôt sur du 69%. Et ça, c'est déjà lié à, je pense, différents points qu'il faut citer, parce que je pense que ce sont aussi des leviers d'action pour les autres pays. Il y a déjà de fortes politiques en soutien de l'innovation. Il y a des infrastructures qui sont développées. Donc quand je dis infrastructure, je parle également des écosystèmes avec des incubateurs, des accélérateurs qui sont présents. Et en réalité, ça c'est tout un autre débat, mais est-ce qu'il ne faut pas entraîner justement ces pays champions à rayonner, et ils brillent si fort qu'ils arrivent à convaincre d'autres investisseurs à regarder en fait la région, ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de dé-hubber un peu, de sortir un peu de cette logique d'hub? Bon, ça c'est tout un autre sujet. Donc la réalité c'est que oui, le Nigeria, un gros player, mais un gros player pas que forcément dans les industries créatives et culturelles. Et quand maintenant je transpose ce que je viens de dire sur les ICC, on va quand même retrouver les mêmes acteurs avec l'audiovisuel, par exemple avec l'Égypte, et puis la télé arabophone. Si on regarde l'Afrique du Sud, pareil, la musique, la mode, le design. Petite nuance qui est à la fois observable à l'échelle macro et à l'échelle aussi des ICC, c'est que maintenant il y a de nouveaux players qui commencent à monter. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, par exemple, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent la série de Marodi TV. Bon, je ne vais pas citer le titre parce que sinon ça va faire bizarre. mais tout cela, en tout cas, contribue effectivement à répondre à ta première question, qu'il y a une tendance qui commence à s'exporter vis-à-vis des autres pays. En ce qui concerne maintenant les secteurs,
Les secteurs, tu les as cités. La musique, je pense, étant le plus dynamique. On a parlé également de l'audiovisuel. De toute façon, le Nigeria est une machine à produire. Je pense que chaque année, c'est 2500 films qui sont produits. Et là, maintenant, ça va faire le pont avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une diversité de secteurs, on le voit. Il y a un intérêt croissant. Et d'ailleurs, même du côté français, il y a de plus en plus de programmes qui sont mis en place pour pouvoir soutenir l'ensemble de ces secteurs. Je pense notamment au programme Création Africa, porté par les instituts français, les alliances françaises, et dont la prochaine édition va être au Nigeria. Mais la réalité que nous, on observe, c'est que 80%, quand je reviens sur les volumes qui viennent sur le continent africain, 80% de ces investissements vont vers des sociétés qui sont tech-enabled. Donc pour l'instant, en tout cas moi c'est mon constat, je ne parle pas au nom de tous les investisseurs, je parle au nom de Rokouti. Le constat qu'on a, c'est que c'est plus facile pour des sociétés de lever lorsqu'elles ont en fait cette composante tech. Et ça c'est très simple, c'est parce que la tech permet aux produits d'être plus scalable, permet en tout cas de massifier la production, d'atteindre en fait d'autres marchés. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, la réalité virtuelle, dans une certaine mesure aussi l'audiovisuel, va capter plus facilement, en tout cas de notre côté, l'attention. Donc même sur les programmes, parce qu'on a lancé du coup une communauté qui s'appelle Culture and Creativity Africa, pour vraiment accompagner ces entrepreneurs africains dans ces mises en relation avec les investisseurs, on garde quand même cette sensibilité vis-à-vis de la tech. C'est toute une discussion qu'on a eue une fois de plus. Ce n'est pas forcément l'approche à avoir, mais la réalité étant ceci. Et c'est pour ça que, et je termine juste mon intervention sur ça, mais ce constat, à mon avis, emmène un dialogue qui n'a pas encore, ou bien qui est en train de se développer, entre les investisseurs et puis les porteurs de projets. Bien évidemment, enfin, c'est pas nous qui avons inventé l'investissement dans les industries créatives et culturelles. La Banque mondiale est bien avant nous. On parlait tout à l'heure également avec mon ami Mohamed aussi des programmes en fait, de la Banque africaine de développement. Mais il y a un rôle essentiel de la part des incubateurs, de la part des accélérateurs, dans le fait de fluidifier le langage. C'est-à-dire, d'une part, de pouvoir préciser aux porteurs de projets, un projet ICC n'est pas aussi différent, enfin, à nos yeux, n'est pas aussi différent qu'un projet dans l'agritech. Dans la mesure où, dans le business plan, on cherche les mêmes choses. On cherche le business model. Comment est-ce que vous arrivez à générer des revenus? On cherche la preuve de traction. C'est très difficile, je le dis vraiment pour les porteurs de projets, et c'est pour ça qu'il y a des incubateurs, c'est très difficile de convaincre des investisseurs de mettre un ticket dans votre société si vous n'avez pas de preuve de traction. Combien de personnes utilisent vos solutions? Combien de ventes est-ce que vous avez fait? Donc ça, c'est quelque chose de hyper important. La stratégie d'expansion de marché, l'équipe qui est autour de vous, le problème sur lequel vous venez proposer votre solution. Et donc, je termine voilà, sur ce point, mais je pense que les incubateurs, les accélérateurs ont vraiment ce rôle crucial. Et de l'autre côté aussi, à travers des échanges comme ça, les investisseurs aussi, on doit se sensibiliser à la réalité en fait, des industries créatives et culturelles qui est différente de celle d'une agritech ou bien d'une fintech. Et ce dialogue est en cours. Très content d'avoir des groupes de réflexion de part et d'autre dans des banques multilatérales, dans des agences bilatérales qui initient vraiment ces échanges. Et puis, hâte de voir ce que ça a donné. De toute façon, le potentiel, il est immense. Oui, ça me fait penser, et je parle au nom de Lise qui n'a pas pu être avec nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu expliquer ce qu'était la Mansa, donc la Maison des mondes africains, que certains d'entre vous connaissent. Juste pour vous dire que le lieu physique va ouvrir en octobre à Paris 10e, et que comme Anne-Marème le disait, il y a aussi un incubateur qui va être là justement pour supporter les projets des entrepreneurs, les aider à se structurer, à se mobiliser, à trouver leur business plan, leur modèle de traction, etc. Un incubateur qui ouvrira en novembre. Donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur la Maison des mondes africains, à y postuler, à regarder ce qui s'y fait et peut-être à devenir un ou une future incubée de la Mansa. On va revenir sur le côté tech et digital. Très rapidement, je vous pose la question à vous deux, chacun répond, vous pouvez compléter vos réponses. Vous avez allié technologie et musique, c'est-à-dire que c'est dans votre ADN, c'est comme ça que vous avez conçu votre entreprise. Vous avez entamé une levée de fonds en 2023 pour accélérer votre activité. Quels ont été les arguments pour convaincre vos investisseurs et comment vous avez mis en avant ce côté innovation et secteur culturel? Ok. Je rebondis en ce qu'Anne-Marie me disait sur le fait qu'il y ait une discussion qui doit être faite des deux côtés.
il y a quand même une schizophrénie. Encore une fois, sur une discussion encore qu'on avait, les ICC, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à du SaaS, quelque chose qui est forcément scalable. Donc dans notre évolution, on est en deux phases, comme je dis, un peu schizophrène. D'un côté, on est des asset managers, donc ça veut dire qu'on produit du catalogue, on le monétise, on structure des flux, on le valorise, on fait de l'argent avec. Donc c'est vraiment du stacking en termes de business model. Donc en termes de preuve de traction, on a un chiffre d'affaires et ensuite il y a un multiplicateur qui s'applique dessus et ensuite on voit. Sauf qu'en termes de VC, en fait, c'est un modèle qui est plutôt lent par rapport en fait, à la scalabilité de la technologie. Donc nous, on est ingénieur web de formation, donc en fait, on est dans cette ambivalence de OK, pour cette première phase-là, il faut qu'on agglomère du catalogue. Ça, c'est une phase. Ensuite, il y a la phase technologique qui arrive lorsqu'on prend le pari de faire la distribution mondiale, donc de connecter notre catalogue sur Spotify, Deezer, Apple Music. Donc techniquement, les artistes nous confient leur musique et nous, on la monétise sur l'ensemble des plateformes. Donc c'est grâce en partie de nous que vous écoutez une partie de la musique africaine sur Spotify, Deezer, Apple Music et toutes les plateformes de streaming. Et de l'autre côté, en fait, il y a une phase de construction lorsqu'on arrive sur le territoire, qui est dans la connaissance, la formation, le fait de travailler avec les gouvernements locaux pour pouvoir travailler sur les législations, sur la réglementation, le travail de notoriété, le fait de faire connaître auprès des artistes, parce que c'est très important, ça sur n'importe quel business, je dirais en Afrique parce que c'est celui que je connais, se faire connaître pour les bonnes raisons et de s'implanter. Et ça, pour le faire financer auprès d'un VC, ça c'est compliqué. Comment dire que, écoutez, voilà, aujourd'hui je sais que moi j'ai une bonne réputation, donc j'enquête maintenant, vous pouvez me donner 500 000 et ensuite je vous donne encore 500 000 pour faire la technologie. Donc c'est assez compliqué. Donc on a dû faire preuve d'une rigueur à la fois sur le vocabulaire et le verbatim à employer avec des VC, mais de l'autre côté, on a dû aussi avoir cette schizophrénie d'avoir le bon verbatim sur les personnes que l'on convainc pour pouvoir en fait rentrer dans l'aventure Jaye et de pouvoir en fait nous confier leur contenu et pouvoir faire de l'argent avec d'une manière beaucoup plus lente que la technologie. Là, c'est marrant, puisque là, maintenant, on a fini cette partie de catalogue. Aujourd'hui, on a un beau catalogue, on a plus de 100 000 titres, on travaille avec plus de 30 000 artistes. Mais là, maintenant, la phase dans laquelle on arrive, c'est sur la partie de monétisation. Donc, on arrive auprès d'un VC, et de dire, OK, mais quelle est la preuve de traction sur la future solution que vous avez? Parce que là, on a une solution qui est sur la distribution, mais pas sur la diffusion. Sauf que la problématique des ICC, et surtout en Afrique, et c'est ça qui nous amène aujourd'hui ici, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à faire consommer ne serait-ce que 500, 600, 700 francs CFA sur un bien autre qu'un bien fondamental de la vie de tous les jours. C'est-à-dire la fintech, que ce soit payer à manger, que ce soit payer du crédit Orange, enfin, pardon, je ne sais pas si on partenaire ou pas, désolé, je sais pas, voilà. Mais autre chose que sur du divertissement. Alors que c'est là qu'est tout l'enjeu. Et je le répète encore une fois, la course aujourd'hui dans les ICC, c'est celui qui arrivera à mettre une infrastructure qui arrive à monétiser en fait ces valeurs-là auprès des utilisateurs africains. Donc que ce soit pour l'audiovisuel, que ce soit pour la musique, on parle du Nigeria qui est en train de tout casser. Mais Burna Boy, encore une fois, au Nigeria, si c'est sur du digital, il fait 0 €. Et ça, c'est tout le paradoxe de la chose. Donc il peut faire de l'argent sur Spotify, dans tous les trucs, être au Portugal, tout, etc., pour ne pas citer le nom de festivals, etc. Il fait de l'argent à l'extérieur, mais chez lui, il n'y a aucun Nigérien qui arrive à dire, écoute, je veux, sauf s'il a Spotify et qu'il a une carte bancaire, encore une fois, à 15% de taux de pénétration de mon compte bancaire en Afrique, sauf s'il se dit, écoute, j'ai un iPhone, j'ai Apple Music, donc encore une fois, on voit que le champ du réduit est assez réduit sur les continents qui sont soit en pleine croissance, mais qui ne sont pas forcément adaptés à la chose. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on donne aux investisseurs, c'est le fait qu'on a de l'expérience, on a la connaissance du terrain, on a déjà la notoriété sur les différents pays qu'on cible, mais c'est surtout, on est aujourd'hui en fait à la tête de proue de ceux qui vont en fait craquer ce système de monétisation, encore une fois. Et ça, s'il faut répéter, il faudra le répéter plusieurs fois. Et ça, c'est les métriques que les VC comprennent très très bien. Merci à tous les trois pour vos interventions. Merci pour tous les tips que vous nous avez donnés. C'est un peu comme quand on écoute de la musique, on n'a pas vu le temps passer et là, on n'a plus le temps. Donc, du coup, on va devoir fermer cette table ronde. Vous avez, si vous voulez poursuivre les débats, une table ronde sur les diasporas qui aura lieu juste sur l'espace Horizon, juste à côté et maintenant. Merci encore à toutes et tous pour votre attention et à très vite.